Terminer cet essai avec l'exercice 2, donc qui sera un problème d'électrostatique cette fois, enfin de mécanique mais avec des charges électriques, et qui sera cette fois-ci plus géométrique. Les difficultés seront principalement de l'ordre géométrique. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que déjà on va nous demander de rappeler l'expression générale d'une force électrostatique entre deux points, de charge Q1 et Q2. Alors, ce qu'on sait, c'est que si jamais on a un point matériel de charge Q1 ici et un point matériel de charge Q2 ici, que tous les deux sont séparés d'une distance R et que on appelle U le vecteur qui va de Q1 vers Q2, un vecteur unitaire, eh bien, on aura que F va être égal à 1 sur 4 epsilon 0, 4 epsilon 0, pardon, non, 4 pi epsilon 0, justement. Oula, si je me trompe avec les constantes, ça va pas le faire. Q1, Q2, sur R carré. Et tout ça porté par le vecteur unitaire U. Voilà. Donc, déjà, petite remarque, on voit que si jamais Q1 et Q2 sont de même signe, la force va être répulsive, c'est-à-dire que si Q2 essaie de s'avancer, la force va le faire reculer, alors que justement, si les charges sont de signe opposé, cette force va être négative, le signe de la force va être négatif, donc la charge Q1 va avoir tendance à attirer la charge Q2 vers elle. Voilà. On demande maintenant de calculer l'énergie potentielle EP en fonction de la distance R entre les charges Q1 et Q2. Ok. Alors pour ça, ce qu'on va utiliser, donc ça c'était la question 1, et pour la question 2, on utilise le fait que, par définition, EP est égal à moins F scalaire dr. Donc là encore, on nous demande de calculer une énergie potentielle, on prend la définition de l'énergie potentielle. Et comme d'habitude, puisqu'on ne change pas les mauvaises habitudes, j'ai écrit EP alors qu'il fallait écrire DEP. Là, on considère l'énergie potentielle élémentaire. Voilà. Donc, on a que F, c'est égal à ça, c'est la force qu'on nous a demandé de calculer en question 1. Et on va maintenant devoir calculer DR pour après pouvoir calculer EP. Comme d'habitude, DR, c'est le vecteur déplacement élémentaire. Et ici, il va valoir DR fois U. Avec U qui du coup est un vecteur. Voilà, donc ça c'est le vecteur déplacement élémentaire. C'est-à-dire que qu'on peut se déplacer selon la direction du vecteur U et d'une quantité infinitésimale dr. C'est ça que veut dire un vecteur déplacement élémentaire. Encore une fois, si vous avez du mal, écrivez que dr est égal à v dt et vous retrouverez facilement que ça vaut dr fois U. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut donc écrire que EP, enfin DEP, est égal à moins ce truc-là, scalaire dr, fois U, ce qui nous donne du coup moins 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R carré, fois dr. Je rappelle que U scalaire U, ça fait 1. C'est un vecteur unitaire. Voilà. Maintenant, il nous reste juste à intégrer tout ça. Donc on marque que EP, ça va être donné par une primitive de tout ça. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur R carré dr. Et finalement, maintenant je rappelle que 1 sur 4 pi epsilon 0 est une constante. Epsilon 0, ça va être, epsilon 0 c'est une constante qu'on utilise en électrostatique. Q1 et Q2 sont deux charges électriques, donc elles sont constantes par rapport à R, ok, c'est des paramètres. Donc finalement, on cherche juste une primitive de 1 sur R carré, ok. Et ça, on sait déjà que ça va être moins 1 sur R. Alors, j'ai juste oublié un signe moins qu'il y avait ici, qui vient de là, ok. Donc maintenant, quand on fait une primitive de ça, comme dit, ça va être moins 1 sur R, et comme il y a un moins ici, ça va juste donner 1 sur R, ok. Donc finalement, on va avoir que EP est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R, plus évidemment la constante C d'intégration. Voilà. Ce qu'on dit dans l'énoncé, c'est que EP de plus l'infini est égal à 0. Grâce à ça, on peut facilement trouver C. Voilà. À chaque fois, l'énoncé va nous demander de choisir une énergie potentielle ou bien va directement nous la donner. Enfin, nous donner une origine de potentiel. Donc, je marque ici. EP de R tend vers plus ou moins l'infini est égal à 0. Et en fait, quand R tend vers plus l'infini,
et bien comme c'est une fonction inverse, ça va nous faire du 1 sur plus infini, ça va être égal à 0. Donc ça veut dire que ce truc-là est égal à 0, il reste juste C, est égal à C. Voilà. Donc finalement, l'énergie potentielle, elle vaut juste ça. 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R. Grâce à l'origine des potentiels qui nous dit que C est égal à 0. Voilà. Encore une fois, vous pouvez choisir l'origine où vous voulez. Ici, c'est juste l'exercice qui a imposé qu'elle était ici. Ok. Maintenant, on va passer au problème à proprement parler. Donc, encore une fois, ça va être un problème de mécanique, mais avec des forces électrostatiques. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, ça va être la force coulombienne qui va gérer le problème. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on a une particule P qui a une masse M et qui a une charge Q qui est positive, et est lancée suivant un axe OX, que je vais représenter ici. Voilà. Notre particule, elle est ici, ok. On la lance avec une vitesse initiale V0, elle a une masse M et une charge Q. Ok. Voilà. Elle commence en un point P de moins 1. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait qu'il y a aussi un autre axe, un axe Y. Voilà. Qui du coup est normal à l'axe X, avec une origine O ici. On nous donne également directement le repère choisi, donc ici avec la base de vecteurs I et J. Voilà. Quoi d'autre? On dit qu'on va avoir deux autres charges qui vont être positionnées en moins B et en B. Je regarde juste si je retrouve mon stylo bleu. Voilà, c'est bon. Donc, en Q égale moins B, en Y égale moins B, on va avoir une autre particule de charge Q. Et en Y égale B, on va encore en avoir une autre. Voilà. Et c'est tout ce qu'on nous dit. Voilà. Et la vitesse initiale ici est égale à V0. Voilà. C'est celle que je représente ici. Ok. Donc, on dit que les charges qui sont ici, elles sont forcément immobiles, ok? On est contraint à rester immobile, et la particule, elle est obligée de rester sur l'axe X. Voilà, à cause d'un système de rails, justement. Et encore une fois, on néglige les frottements, mais de toute façon, les frottements sont négligés tant qu'on ne vous dit pas le contraire. Alors, on demande d'abord de faire le bilan des forces qui s'exercent sur P, et de les exprimer dans nos repères cartésiens. Alors, c'est là où vous allez voir pourquoi est-ce que, justement, les difficultés sont essentiellement d'ordre géométrique, ok? Donc, quelles sont les forces qui vont s'appliquer? Eh bien, ça va simplement être les deux forces coulombiennes qu'on a ici, ok? F1, je vais appeler la première F1 et la deuxième F2. Voilà. Alors, si on essaie de les représenter ici, notre particule qui est ici, on a F1, on va avoir F1 qui va être comme ça, ok? Et on a F2 qui va être comme ça. Ce sont les deux forces qui sont créées par le fait que toutes les particules possèdent des charges, ok? C'est celles qui ont pour norme 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R carré, ok? Avec R qui est la distance entre les deux particules. Voilà, ça c'est les forces qui s'exercent sur notre masse. Sur notre point, pardon, de masse M et de charge Q, ok? Maintenant, il va falloir qu'on les calcule dans la base cartésienne, ok?